Un immense merci Gaël d'être là ce soir, cet après-midi pour toi. Et la parole est à toi. Merci beaucoup, Ariane. Merci à chacun, chacune. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran avec vous. Pour ça, il faut que, Augustin, tu me donnes les droits de partager mon écran. Et donc, oui, comme captatio benevolentiae, comme tu dirais, Ariane, je vais dire simplement que voilà, je vais m'aventurer sur un terrain où je ne suis pas spécialement compétent. Je ne suis pas Ah oui. biologiste de formation, ni ingénieur agro. Mais je vais essayer de vous donner un point de vue à la fois d'économiste et de théologien sur la question du vivant en économie, sachant que cette question est essentiellement absente des travaux standards, disons mainstream des économistes. Disons l'économie néoclassique, hein, celle qui est dominante aujourd'hui à la fois dans le monde universitaire et du côté de l'usage qui en est fait d'un point de vue politique et par les grandes institutions internationales, que ce soit la Banque centrale, le FMI, la Banque mondiale, etc. C'est une économie où il n'y a pas de vivant. C'est une économie où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de monnaie non plus d'ailleurs. Donc, a fortiori, il ne peut pas y avoir de vivant, c'est impossible. La vie est absolument absente de cette économie. Si on y réfléchit 4 minutes, une économie, enfin un monde qui ressemblerait à celui que décrivent les économistes néoclassiques, ce serait un monde peuplé de fantômes qui jouent avec de l'argent virtuel et avec des statues. Pourquoi? Parce que du capital mort, c'est en gros des œuvres d'art, des statues, oui, la sculpture. Voilà. Donc, c'est un monde assez étrange. Voilà, c'est le monde, c'est la réalité de ce qui est décrit par les modèles néoclassiques. Alors, Augustin, je peux y aller? Ah oui, ça y est, c'est bon. Voilà, je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez mon écran normalement. Hop, et je vais me mettre ici. En principe, vous voyez mes slides. Voilà, je vais ratisser ça. Ça va? Ça marche? Ouais, parfait. Voilà. Alors, je vais commencer par dire 2-3 mots sur la biodiversité sous l'œil aguerri de José Tissier. Et commencer par vous montrer une carte qui a été faite par Mark Imhoff, qui est en train de devenir un ami, qui est un ancien chercheur de la NASA, qui collabore maintenant avec nous au Environmental Justice Program, qui est la carte au fond de production de la biomasse sur la planète. Pourquoi? Parce que s'il y a du vivant encore aujourd'hui sur cette planète, c'est grâce à ça, c'est-à-dire que l'énergie solaire captée par la masse végétale sur le sol permet la production de biomasse. Alors ici, vous voyez évidemment l'énorme quantité de biomasse produite chaque année par l'Amazonie, le bassin du Congo et évidemment la jungle d'Asie du Sud-Est. Voilà. Alors, ça, c'est ce que produit, disons, la planète relativement spontanément. Ici, c'est ce que les humains consomment en termes de biomasse. Donc, vous voyez que ce n'est plus du tout la même carte. Les zones de grosse production de biomasse, la forêt du Congo, l'Amazonie et une partie ici des îles couvertes de jungle sont vides. En revanche, on a énormément d'humains qui consomment énormément de biomasse sur la totalité du sous-continent indien, et en particulier au nord, évidemment sur la Chine, la Corée du Sud et le Japon, l'île de Java, qui pour des tas de raisons est sinistrée, et puis un tout petit peu autour des Grands Lacs, un tout petit peu le golfe de Guinée, une partie de l'Europe, une partie de l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez que ça n'est plus du tout la même carte. Et donc, ça veut dire qu'il y a un décalage très fort entre les lieux de production de biomasse et les lieux de consommation de biomasse. Alors, le résultat, c'est, disons, la balance, comme on dirait en anglais, donc le déficit des lieux de consommation de biomasse par les êtres humains. Et donc ici, vous voyez, donc le code couleur, c'est assez simple. Si vous êtes jaune, orange, enfin jaune, beige, orange, rouge foncé ou noir, ça veut dire que vous êtes tout à fait dans le rouge et que vous consommez beaucoup plus que ce que votre écosystème local permet de produire. Et donc les zones qui sont dans une situation critique, vous les voyez évidemment, vous avez la péninsule arabique, et puis l'Inde de nouveau, ce n'est pas une surprise, et puis une bonne partie quand même de l'Asie centrale, hein, où ça dégénère beaucoup d'un point de vue politique en ce moment, partie quand même non négligeable de l'Europe centrale, et puis de nouveau l'île de Java, et évidemment la Chine. Voilà, tout petit peu le nord des États-Unis et le Canada, ce qui n'est pas non plus une surprise. Alors, ça veut dire que ces zones-là dépendent de manière structurelle, profonde, du commerce international dans l'agriculture, pour pouvoir s'alimenter en biomasse, dans une biomasse qui n'est pas produite localement. Or, on a vu pendant la pandémie, et on voit encore aujourd'hui, que
un virus est capable de perturber de manière extrêmement puissante les chaînes de valeur internationales du commerce mondial tel qu'on l'a construit depuis une grosse cinquantaine d'années. Ce qui veut dire qu'il y a une véritable, disons, dépendance et donc fragilité et donc vulnérabilité de la part des sociétés humaines qui sont en rouge ou en brun ici, parce qu'elles sont exposées à des interruptions du commerce international qui peuvent être dommageables à la survie de ces populations, puisque si on n'a plus de commerce international agricole, une partie d'entre elles ne pourront plus s'alimenter. Alors, vous savez bien que c'est en particulier vrai pour l'Inde ici, puisqu'elle est alimentée par des fleuves qui viennent de l'Himalaya, dont le débit va probablement, dans les décennies qui viennent, décroître beaucoup à la faveur de la fonte des glaciers de l'Himalaya. Alors, ça, c'est un premier point, si vous voulez, qui est alors, bien connu, évidemment, du World Food Programme, ou bien de la FAO, ou bien des collègues de l'AFD, mais qui est assez largement ignoré de la plupart des économistes néoclassiques, des économistes mainstream, tout simplement parce que ce sujet est absent de leur modèle. La biomasse n'existe pas, l'agriculture est négligeable, puisqu'elle est négligeable dans le PIB, et le fait que les humains ont besoin de se nourrir est absent de tout critère de survie d'un modèle économique. Alors, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est à partir du moment où on se dit, bon, comment fait-on pour inclure au fond dans nos raisonnements économiques et dans nos modèles en particulier la question de la biodiversité, si on veut aller au-delà de la biomasse, parce que la biomasse, c'est quand même le degré zéro de la biodive. S'il n'y a pas de biomasse, il n'y a pas de biodive, a fortiori, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la biomasse qu'il y a forcément de la biodiversité. La biodiversité, c'est un concept évidemment beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que la simple production de biomasse mesurée, par exemple, en kilogrammes de carbone. Alors, la biodiversité, si on veut l'introduire dans la réflexion économique, on se heurte à ce moment-là à une difficulté majeure, qui n'est pas rédhibitoire, qui n'est pas dirimante, mais enfin quand même qui est significative, qui est l'absence de consensus, en tout cas au niveau international, sur la manière dont il faudrait définir et mesurer la biodive. On a au bas mot une bonne dizaine de définitions possibles de ce que c'est que la biodiversité, en fonction de représentations du monde et, on pourrait dire, de la nature, qui ne sont pas du tout nécessairement compatibles les unes avec les autres. Alors, je vais vous en lister quelques-unes. La liste n'est pas du tout exhaustive, et puis José pourra compléter certainement tout à l'heure, si vous le souhaitez. Vous avez évidemment, un des premiers critères auxquels on pense, c'est la disparition d'un certain nombre d'espèces animales. Donc ça, c'est le thème du panda et des ours blancs, qui est un thème absolument fondamental, ou des requins, par exemple, qui disparaissent aussi. Et donc là, vous avez donc la liste rouge des espèces animales qui sont en voie d'extinction très rapide, en particulier un certain nombre d'espèces sous-marines qui sont en train de disparaître, en particulier les coraux, ce que vous voyez ici. Pour des tas de raisons liées évidemment à l'acidification des océans, qui est elle-même liée à l'absorption de CO2 par les océans, et puis au réchauffement tout simplement de l'eau, par exemple dans le golfe de Guinée, mais pas uniquement. Vous savez par exemple que la grande barrière de corail autour de l'Australie est maintenant condamnée. Si je comprends bien, elle est en voie elle a entamé, disons, sa période d'agonie, et on aurait franchi déjà les points de non-retour, les tipping points en anglais, au-delà desquels il ne sera plus possible de sauver cette barrière de corail. Alors ça, c'est un critère parmi d'autres, il y en a d'autres. Alors, vous avez un autre critère. Alors, pardon, si on poursuit simplement sur la question de l'extinction des espèces, cette vision-là de la biodiversité, qui est une vision très, comment il voudrait dire, à la manière de Buffon, si vous voulez. Voyez, on regarde le nombre d'espèces vivantes dans un écosystème, on les compte, et on regarde si elles disparaissent. Bon. Alors, vous avez un certain nombre de chercheurs, donc Roosevelt, ici, qui se sont posé la question de savoir comment mobiliser à l'international sur la question de la biodiversité, dans le cadre évidemment de la création de ce qu'on appelle l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité, qui se veut l'analogue pour la biodive de ce qu'est le GIEC pour le climat, dans le cadre disons, de l'émergence progressive dans le débat public de l'IPBES. Roosevelt s'est posé la question en 2020 de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme critère international qu'on pourrait se donner au sein de la communauté internationale, qui serait l'analogue pour la biodiversité du plafond des plus de degrés pour le climat. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. Vous savez sûrement que le plafond des plus de degrés, malheureusement, n'est plus tenable. Je ne connais plus aucun scénario crédible, aucune simulation crédible, sauf
reposant sur des hypothèses extrêmement optimistes qui permettent raisonnablement de rester en dessous du seuil des plus de degrés à la fin du siècle. Mais pour l'instant, la communauté internationale conserve ce critère parce qu'il est simple, parce qu'il a fini par être assimilé par les médias et donc, espère-t-on, par l'opinion publique, et parce que ça fournit un objectif de politique publique. Bon. Donc la question que s'est posée Rounsvel, c'est quel serait l'analogue du plus de degrés pour la biodive. Et donc, avec le critère d'extinction des espèces vivantes, alors ici, il a montré, si vous voulez, le niveau, le nombre d'espèces qui disparaissent chaque année en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, vous voyez que si on prend toutes les espèces récemment, donc ça, c'est une estimation, la fourchette est comprise entre au moins 10 par an, mais ça, c'est très, très, très optimiste, et probablement plus de 1000. Et si on regarde les espèces décrites, on a une fourchette qui est beaucoup plus raisonnable, qui est comprise entre quelques centaines et au-delà de 1000 par an. Alors, ce que propose Rounsvel, c'est d'adopter un critère qui serait pas plus de 20 disparitions d'espèces tous les ans. Voilà. Évidemment, ça pose des questions colossales, puisque au fond, on pourrait dire, mais est-ce que la biodiversité, est-ce que le vivant, ça se ramène à compter les espèces? Et la réponse est probablement non, ça en fait partie. S'il n'y a plus d'espèces, évidemment, il n'y a plus de vivants, mais ce n'est pas parce que le nombre d'espèces diminue que forcément la richesse et la complexité du vivant diminuent pour autant. Et donc ça nous emmène vers d'autres critères qui sont liés plutôt à la prise en compte d'un écosystème. Donc ça, c'est une vision davantage systémique, hein, qui ne regarde pas le nombre de dauphins dans l'océan, mais qui dit, au fond, un dauphin, ça fait partie d'un écosystème. Et cet écosystème-là, est-ce qu'il est en train de disparaître? Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce qu'il est impacté par l'activité humaine? Alors ça, c'est un autre point de vue qui a été défendu par un autre chercheur qui s'appelle Newbold, avec son équipe, qui lui a essayé de dire, voilà, au fond, à partir du moment où il y a une invasion des activités humaines dans un écosystème, alors ça signale que cet écosystème est menacé par l'activité humaine. Alors, donc là, en fait, il a proposé des critères à partir desquels il estime que nous avons tellement impacté un écosystème que ce qu'il caractérise, lui, comme la biodiversité, se trouve menacé. Ce que je trouve plus intéressant, c'est les cartes comme celle-ci, où il a essayé de mesurer, au fond, le degré de dommages infligés par l'activité humaine aux écosystèmes. Et donc, vous voyez que là, on a une nouvelle carte très intéressante. Là où c'est noir profond, enfin, en brun profond ou noir, ça veut dire que les dommages sont très, très profonds et en très grande partie irréversibles. Donc, vous voyez qu'une bonne partie du Midwest américain est très, très abîmée. Et puis également une partie de la Chine ici. Hein. Alors, les critères ne sont pas forcément les mêmes dans les deux cartes, mais vous voyez que nous avons fait beaucoup de dégâts si on prend ce type de critères. Hein. Également l'Afrique australe, hein, avec l'Afrique du Sud, évidemment, et également le sud, ici, de l'Amérique du Sud. Alors, avec ce type de critères, toujours le critère d'indice du caractère intact ou non de la biodiversité, on arrive à, enfin, disons, ce chercheur arrive à tracer des graphes de ce type-là, où il peut mesurer, disons, depuis 1700, avec évidemment tous les caveats qui s'imposent sur la manière dont on peut avoir des informations sur la biodiversité au début du XVIIIe siècle, la manière dont aurait évolué le caractère intact ou non de la biodiversité depuis le XVIIIe siècle. Et vous voyez que les choses sérieuses commencent quand même à partir d'ici, en gros, donc à partir du début véritablement de la révolution industrielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les autres critères. Vous voyez qu'après, vous pouvez utiliser différents critères et les combiner entre eux. Ça vous donne des indices multidimensionnels de la biodiversité, ce qui, d'une certaine manière, présente un avantage qui est que vous courez moins de risques d'oublier quelque chose de fondamental dans l'appréhension de la biodiversité, mais ça pose des problèmes redoutables qui sont comment est-ce qu'on va agréger ces différents indices. Donc, vous avez un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus. J'avais proposé moi-même dans un article des critères, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, en gros, le grand débat, c'est à partir du moment où vous avez plusieurs dimensions dans votre indice, est-ce que vous les considérez comme complémentaires ou substituables? C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on calcule la moyenne d'un écolier à l'école. On a tous appris à calculer la moyenne arithmétique de nos notes. On prend la somme et on divise par le nombre de notes. Ça suppose que les notes sont substituables entre elles. Ça veut dire que si un jour j'ai un 20 sur 20 et puis le lendemain j'ai un 5 sur 20, bon, ben le 20 va compenser le 5.
On est tous habitués à ça depuis notre plus tendre enfance dans le système scolaire français. On pourrait s'amuser à faire autre chose et apprendre, par exemple, la moyenne géométrique de nos notes. Alors, ça veut dire, par exemple, si vous avez deux notes, donc vous cherchez la moyenne, au lieu de faire la somme et de diviser par deux, vous faites le produit, vous prenez la racine carrée. Alors d'abord, première déception, vous verrez qu'elle est toujours inférieure à la moyenne arithmétique. Ça, c'est un petit détail, parce que si la moyenne de tout le monde est plus basse, bon, vous n'êtes pas moins bien classé. Mais aussi, autre détail très intéressant, si vous avez un jour un 20 et un autre jour un 5, le 20 ne compense plus du tout le 5. C'est-à-dire que votre moyenne géométrique, donc la racine carrée de 20 fois 5, va être beaucoup plus faible. A fortiori, si vous avez un 0. Si vous avez un 0, ce n'est pas rattrapable. C'est rattrapable avec la moyenne arithmétique, ce n'est pas rattrapable avec la moyenne géométrique, vous voyez, avec la racine carrée du produit. Et donc, la moyenne géométrique, c'est un moyen de dire, au fond, ben, vos différentes notes sont complémentaires. Si vous êtes très mauvais dans une note, ben, tant pis, ce sera, même si vous êtes très bon dans toutes les autres notes, vous n'arriverez pas à compenser. Donc, ça vous oblige à être au moins moyennement bon partout, la moyenne géométrique. Alors, quand vous essayez d'agréger des critères de biodiversité, comme dans n'importe quel indice multidimensionnel, vous avez un peu le même problème. C'est-à-dire, supposez que vous ayez un premier critère qui soit l'abondance des espèces, donc il y a un peu le critère qu'on avait ici, si vous voulez. Et là, supposez que finalement, vous ne soyez pas trop mauvais. En revanche, avec le critère de, disons, caractère intact ou non de la biodive, vous êtes très mauvais. Alors, si vous prenez une manière d'agréger les indices qui est telle que vous mettez de la complémentarité, autrement dit, que vous prenez par exemple la moyenne géométrique, la racine carrée du produit, eh bien, l'un ne compensera pas l'autre, et donc vous aurez un mauvais résultat. En revanche, si vous prenez un critère d'agrégation qui admet la substituabilité, par exemple la moyenne arithmétique, à laquelle on est tous habitués, bon, ben, l'un va compenser l'autre. Donc, ça pose des problèmes méthodologiques qui sont tout à fait considérables. Alors, pourriez-vous dire, le pauvre Gaël, il se prend les cheveux avec des affaires qui n'intéressent personne. En fait, ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple très simple. On a exactement ce type de débat pas pour la biodive, je ne l'ai pas encore vu apparaître, encore qu'il est évidemment caché, dissimulé dans la construction d'indices multidimensionnels comme celui-ci, mais on a eu explicitement ce débat pour l'indice de développement humain, le HDI en anglais, Human Development Index, qui est produit chaque année par un bureau des Nations Unies à New York, auquel je m'étais rendu comme chef économiste de l'AFD. Alors, l'indice de développement humain, il est construit à partir de 3 critères. Le premier, c'est le PIB par tête, donc le revenu par tête, si vous voulez, pour simplifier. Le deuxième, c'est le niveau d'éducation de la population moyen. Donc, une manière de mesurer, c'est quelle est la fraction de la population qui a vraiment le niveau école primaire accompli, donc qui sait vraiment lire et écrire. Puis le troisième critère, c'est quelle est l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie en bonne santé à la naissance. Bon. La question, c'est comment est-ce que vous agrégez ces 3 critères. Alors, si vous prenez la moyenne arithmétique, ce qu'on fait actuellement, ce que fait actuellement le Bureau des Nations Unies, eh bien, l'un va compenser l'autre. Donc, vous avez certains pays dans lesquels l'espérance de vie à la naissance est très élevée. En revanche, les gens sont complètement sous-éduqués, mais l'un compense l'autre. Si vous prenez une moyenne géométrique, alors ça ne se compense plus. Et évidemment, ça perturbe complètement l'ordre favori de classement des pays. Alors, le Bureau des Nations Unies à New York avait essayé, il y a quelques années, de troquer la moyenne géométrique. Donc, il prenait la racine cubique du produit des 3 termes, PIB par tête, éducation et espérance de vie, au lieu de faire la somme et de diviser par 3. Et puis, en fait, il y a eu un blocage, une levée de bouclier massive de tous les pays qui ont dit « Ah, mais ce n'est pas possible ». Et on a demandé pourquoi. Ils ont dit « Non, parce que notre note baisse ». Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'en 2017, on va être moins bon qu'en 2016, c'est impossible, politiquement ingérable. Donc, vous ne pouvez pas changer le critère. Voilà. Et donc, finalement, le bureau de construction d'indices de développement humain à New York a fini par garder la moyenne arithmétique, alors qu'ils savent tous que c'est mauvais, mais tout simplement parce que politiquement, les pays ne peuvent pas assumer qu'il y ait une baisse de leur indice d'une année à l'autre, puisque la moyenne géométrique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique. Vous voyez que c'est une raison complètement, disons, anecdotique et politique qui fait qu'on n'arrive pas à utiliser ce type de critères un tout petit peu plus intelligents. Voilà. Alors, on n'en est pas là pour la biodiversité, mais c'était pour vous donner un peu une idée de la nature des débats, disons, méthodologiques qui sont liés à ce type de construction. Je vais avancer un tout petit peu parce que, voilà, alors, bon, si vous voulez, dans le même ordre d'esprit, vous avez une approche qui est encore plus, disons, à la fois plus complète certainement et encore plus difficile à appréhender, qui est le point de vue des limites.
des limites planétaires, où vous avez au moins vous avez une douzaine de limites que les chercheurs qui ont construit cette approche-là estiment ne pas devoir être franchies, et qui sont, pour certaines d'entre elles, franchies, pas toutes, heureusement, et qui, chacune, lorsque vous les mettez ensemble, donne une appréhension de ce que c'est que la biodiversité, notamment. Voilà. La question, de nouveau, c'est comment les agréger. Peut-être que la bonne réponse, c'est il ne faut pas essayer de les agréger, mais si on n'essaie pas de les agréger, dans ce cas-là, on prend, disons, un point de vue de soutenabilité très forte, puisqu'on dit il faut réussir à protéger ou à conserver ou à améliorer chacun des critères, ce qui est certainement le point de vue le plus exigeant. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, et alors juste un petit commentaire. Hein. En effet, il n'y a pas de consensus au niveau de la communauté scientifique et encore moins au niveau de la communauté internationale sur la manière dont il faudrait définir ce que c'est que la biodiversité et le vivant. Vous savez aussi qu'il y a un énorme débat sur le vivant, je vais y revenir dans 2 minutes. Et vous avez peut-être vu que le Congrès international de l'IUCN à Marseille, l'an dernier, n'a accouché d'à peu près rien. Donc, il y a eu cette grande messe internationale sur la conservation de la nature, la conservation de la biodiversité notamment, à laquelle j'ai participé, et peut-être un certain nombre d'entre vous. Je ne sais pas si José Tissier y était. Mais au fond, ça a été une fois de plus une espèce de grande réunion internationale assez bureaucratique où tout le monde y est allé de son petit couplet et absolument aucun mot d'ordre, aucun call for action, comme on dirait en anglais, n'est sorti de cette réunion. Donc, nous sommes capables d'organiser ce genre de grande messe. Il y avait plus de 10 000 personnes attendues. Je ne pense pas qu'il y ait 10 000 personnes qui soient venues, mais enfin bon, quelque chose de cet ordre-là. Et la communauté internationale ne se décide absolument sur rien. Donc, on manque aussi, si vous voulez, de grands critères simples, du type, pas plus de 20 espèces qui disparaîtraient chaque année, pour mobiliser l'opinion publique et la communauté internationale sur la question de la protection, la défense de la biodiversité. Alors, une partie du problème, de mon point de vue, provient de l'incapacité radicale de la plupart des économistes à appréhender cette question. Alors là-dessus, avant d'entrer dans ce débat-là, je voudrais faire des petits rappels au fond, qui sont des rappels d'épistémologie, sur la manière dont on peut réfléchir à la façon dont les économistes pourraient, devraient et ne font pas, en fait, le lien avec les débats qu'ont entre les écologues et les gens qui s'occupent de biodiversité. Premièrement, il me semble que c'est utile de distinguer 3 types de savoir, 3 types de connaissances scientifiques. Le premier, c'est un type de savoir, disons, systématique. C'est plutôt ce qu'on a tous en tête quand on parle de science, en tout cas nous les Français, c'est-à-dire on construit, disons, une représentation systémique d'un objet. Souvent, on fait des mathématiques pour essayer de donner un sens formel à cette représentation. Ensuite, il y a un deuxième type de savoir qui est un savoir orienté par un objectif, target knowledge en anglais. Donc ça, c'est plutôt, disons, si vous voulez, la quintessence de ça aujourd'hui, c'est les objectifs de développement durable, les ODD, les SDGs en anglais. C'est-à-dire que la communauté internationale, en septembre 2015, s'est donné 17 grands objectifs, sans trop réfléchir justement à la question systémique. Elle ne s'est pas tellement demandé si les objectifs étaient compatibles entre eux, s'il y avait des contradictions. Par exemple, l'un des objectifs, c'est la croissance du PIB. Et un autre objectif, c'est la protection de la biodiversité. Bon. Est-ce que les deux sont vraiment compatibles ? C'est une question qui est posée. Et nos amis bureaucrates qui ont construit ces ODD ne se sont pas tellement posé la question. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un savoir qui est orienté par des objectifs, donc qui est plutôt normatif, mais qui est tout à fait important. Et une bonne partie de l'activité humaine est aussi orientée, aimantée par ce type de connaissances-là. Et puis, il y a un troisième type de savoir qui est, on pourrait dire, un savoir transformatif, qui est, mais comment on fait concrètement ? Quelle est la roadmap en anglais? Quel est le chemin à prendre? C'est quoi la première étape? Alors, l'exemple classique de ce qui n'est pas un savoir transformatif, c'est précisément les ODD. Les ODD ne disent rien sur la manière dont on arrive entre aujourd'hui et 2030 ou 2035 à accomplir ces ODD et à atteindre ces objectifs. Donc, on se donne un objectif, on se donne un horizon, mais quelle est la route qui permet d'y arriver? Disons, la littérature administrative sur les ODD ne le dit pas. En tout cas, est extrêmement légère sur cette question. Alors, un autre exemple caricatural, ça a été évidemment pendant des décennies nos amis marxistes qui attendaient le grand soir.
Donc, nos amis marxistes attendaient la grande révolution qui mettrait à terre l'ennemi de toujours, c'est l'État, et qui permettrait enfin de faire advenir une société sans classe. Mais si vous avez prêté un peu attention, peu d'entre eux étaient capables de dire, bon, ben alors demain matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle est la première étape? Voilà, donc le transformative knowledge, disons un savoir, disons incrémental, ça c'est encore autre chose. Ça n'est ni un savoir qui est entièrement aimanté simplement par des objectifs à accomplir, ni un savoir systématique, au sens de ce qu'on entend habituellement par l'activité scientifique. Évidemment, à mon avis, pour tout ce qui concerne le changement climatique, mais aussi, par exemple, la justice sociale, et évidemment, a fortiori, la question de la biodiversité et du vivant, il faut combiner les trois. C'est-à-dire qu'on a besoin d'organiser une discussion sérieuse entre chercheurs qui travaillent sur les aspects, on pourrait dire, systémiques, sur les aspects d'objectifs. C'est typiquement ce que faisait le chercheur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit bon, on pourrait adopter comme critère pas plus de 20 espèces par an disparues, mais qui ne dit pas comment on y arrive. Et puis, ce qui est très très important, le savoir transformatif, incrémental. Alors j'insiste là-dessus parce que mon expérience un petit peu, c'est que disons l'Occident, mais la Chine c'est pareil, est quand même extrêmement puissant du côté du premier type de savoir. Les nettement moins du côté du deuxième. On est quand même beaucoup plus dans les vœux pieux. Et puis le troisième, alors on est vraiment très faible. Et c'est ça qui nous manque je crois, pour relever les extraordinaires défis qui sont induits par la crise écologique aujourd'hui. Si vous avez vu Don't Look Up, je ne sais pas comment c'est traduit en français, le film de Leonardo DiCaprio, que contrairement à ses détracteurs, je trouve très, très bon, vous voyez que c'est une partie du problème, c'est-à-dire que les amis qui jouent dans le film ne savent pas très bien comment organiser ces trois types de savoir. Alors, une fois qu'on a dit ça, en plus, il y a à l'intérieur des modèles qui sont utilisés par les uns et les autres pour envisager ces trois types de questionnements différents, le savoir systémique, le savoir orienté par les objectifs et le savoir incrémental. Il y a encore un autre type de distinction qu'il faut opérer, à mon avis, que j'emprunte à Bouchot, au Collège de France, qui est la suivante. En bas de la page, vous avez des modèles qu'on construit qui sont des modèles phénoménologiques, qui sont des modèles, c'est-à-dire qui disent, voilà, on observe un certain nombre de phénomènes, on ne sait pas très bien pourquoi ces phénomènes s'assemblent de cette façon-là, mais il y a des régularités très fortes qu'on observe, et donc on va construire un modèle qui rend compte de ces régularités, mais qui ne prétend pas les expliquer, qui ne prétend pas fournir une relation causale à l'intérieur du modèle. Puis vous avez des modèles, disons, fondationnels, en mauvais français, qui, eux, essayent au contraire de donner une explication ultime à ce qui se passe. Bon, typiquement, la physique des particules aujourd'hui s'est engagée dans un immense programme de recherche de type fondationnel qui exige l'unification entre, d'un côté, la gravité, disons, relativiste, et puis de l'autre, la mécanique quantique, mais qui se perd éventuellement dans des considérations suffisamment abstraites pour qu'elle n'ait plus aucune correspondance avec ce qu'on peut observer, c'est le problème des 500 théories des cordes et des supercordes. Et puis, vous avez des modèles métaphoriques qui ne prétendent pas expliquer des phénomènes observables, donc qui s'exemptent du lien avec les données, et qui ne prétendent pas non plus véritablement fournir d'explications, mais qui prétendent donner un récit métaphorique de ce qui se passe. Alors, les modèles des économistes sont une espèce de mélange plutôt raté dans 90% des cas, à mon avis, pour les modèles dominants, de ces trois types d'exercices de modélisation. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à les distinguer et à se dire, voilà, on veut faire de l'économie et prendre en compte la question de la biodiversité, mais on va le faire d'un point de vue phénoménologique. On observe un certain nombre de régularités, d'invariants, et on va en rendre compte sans prétendre expliquer d'où ça vient. Ou bien on va au contraire essayer de construire un modèle fondationnel, ou bien au contraire on fait des métaphores. Ce n'est pas inutile, ça peut aider à l'action. Mais à ce moment-là, il faut en être conscient. La plupart des modèles néoclassiques sont des modèles purement métaphoriques, qui ont un lien extrêmement ténu avec les données, donc ce n'est pas des modèles phénoménologiques, et qui n'expliquent rien en vérité, pour la plupart. Donc voilà, je rappelle ça parce que ça donne une petite idée de la difficulté en fait épistémologique à laquelle se heurtent les économistes et que la plupart de mes collègues, malheureusement, à mon avis, dont ils ne sont même pas conscients, je pense. Alors,
De mon point de vue, mais là je m'engage, je vous donne ma position, hein, la manière dont les économistes, nous autres économistes, nous devrions essayer d'appréhender le vivant, en tout cas celle sur laquelle je travaille avec mon équipe, c'est de faire le lien entre le vivant tel que l'envisage l'écologie, la thermodynamique et l'économie. La thermodynamique serait, dans cette optique-là, disons, le langage commun aux économistes et aux écologues et aux ingénieurs agro, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que on considère que le système économique, si vous voyez dans cette petite représentation-là, hein, qui est essentiellement due à Georges Scorogen dans les années 70, le système économique, c'est une activité qui s'inscrit à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus vaste, dont j'ai parlé au tout début, qui est, là, ici, vous voyez sur la surface, c'est la production de biomasse grâce à l'énergie solaire. Hein. Puis la production de biomasse rend possible la construction des chaînes trophiques entre les différentes espèces animales qui sont dans des relations de prédation les unes avec les autres, avec différents écosystèmes emboîtés les uns dans les autres, etc. Et donc, que fait le système économique là-dedans? La société humaine, en fait, elle capte une quantité d'énergie qu'elle prélève sur son environnement, quantité de matière qu'elle prélève également sur son environnement. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec l'achat NPP, hein, ce que je vous ai montré au tout début, dans le cas très simple de la biomasse. Hein. La biomasse, c'est voilà. Donc la NPP, c'est l'appropriation par l'activité humaine d'une partie de cette biomasse. Hein. Et puis l'achat NPP, c'est le déficit. Alors, si je reviens à mon graphe ici, vous voyez que c'est la représentation qui est là. C'est-à-dire que le système économique, c'est à l'intérieur, disons, de ce que je vais appeler dans un instant une structure dissipative, une sous-structure qui absorbe une partie de l'énergie de la matière, qui la métabolise, comme le corps humain métabolise ce qu'il avale, et qui produit des déchets. Les déchets, c'est l'énergie de la matière dégradée. L'énergie dégradée, c'est l'énergie qui a une forte entropie. La matière dégradée, c'est la matière qui est difficilement recyclable, qui en recycle quand même une partie tout à fait insuffisante aujourd'hui dans nos systèmes économiques, et qui rejette tout ça dans son environnement. Et puis l'environnement lui-même, qui est une vaste structure dissipative, produit de l'énergie thermique. Donc vous savez qu'il envoie un rayonnement dans l'univers qui est très, très dégradé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure dissipative? Ça, c'est un concept, disons, de thermodynamique qu'on ne trouve pas chez Georges Scorogen. Ça n'existait pas à son époque, dans les années 70. Ça vient plutôt de Ilya Prigogine, le prix Nobel de chimie, dans les années 80. C'est, si vous voulez, c'est la formalisation de ce que c'est qu'un métabolisme, ce que je disais il y a un instant. Alors, une manière un tout petit peu plus précise de dire ça, c'est une structure dissipative, c'est une structure thermodynamique qui n'est jamais à l'équilibre, parce qu'elle dépend continuellement d'un approvisionnement en énergie et en matière. Et là, déjà, vous voyez qu'on est à des années-lumière de ce que pensent les économistes mainstream, puisque les économistes néoclassiques s'imaginent que le monde entier est toujours à l'équilibre. Donc, dire au fond une économie, une société humaine, une ville, un pays, c'est comme le corps humain, c'est en constant déséquilibre. Parce que si vous interrompez l'alimentation d'un corps humain en oxygène, il ne tient pas très longtemps, hein, quelques minutes, pas plus. Et puis si vous arrêtez de le nourrir, il ne tient pas très longtemps non plus. Et ça vaut pour une ville, ça vaut pour une société humaine, ça vaut pour n'importe quelle économie. Donc en fait, c'est une structure qui a besoin en permanence d'alimentation en énergie et en matière, et qui en permanence métabolise ce flux d'énergie et de matière. Alors, comment est-ce qu'il métabolise? Alors, il métabolise de différentes manières. Il métabolise, alors ça, ce n'est pas écrit ici, mais premièrement en produisant du travail, au sens de la mécanique. Donc, pour le corps humain, c'est du travail musculaire, par exemple, mais ça peut être aussi participer à une réunion, donner une conférence qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt le cerveau qui va travailler, mais pas uniquement, mais bien évidemment. Donc, ça, c'est le travail qui est produit par une société. Le PIB est une mesure extrêmement fruste du travail produit par une économie. Alors, il y a un chercheur, hein, qui est un physicien de formation, Robert Ayres, toujours vivant aujourd'hui, qui est un ami, qui est un type absolument formidable, qui a proposé une définition, une extension du travail musculaire à l'ensemble d'une société humaine. C'est ce qu'il appelle le travail utile, qui combine tous les types de travail, le travail matériel, qu'une économie est capable de produire. Donc, disons, l'économie comme structure dissipative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du travail, et puis elle complexifie aussi sa structure, parce que le vivant, c'est quelque chose qui, en général, est hiérarchisé et qui s'auto-organise. Ça, c'est un grand thème, disons, du point de vue d'un certain nombre de biologistes, d'écologues et de thermodynamiciens.
de la définition de ce que c'est que le vivant. Vous savez que, donc j'y faisais allusion il y a un instant, il y a un énorme débat sur ce que c'est que le vivant. En vérité, je ne crois pas qu'entre scientifiques, on soit tous d'accord sur ce que c'est que le vivant. Par exemple, vous savez qu'il y a ce débat sur est-ce que le coronavirus, par exemple, c'est un être vivant ou non. Certains disent oui, d'autres disent non. Ça dépend en fait de la définition qu'on se donne de ce que c'est que le vivant. Alors, en tout cas, moi, la définition que j'adopte ici, c'est le vivant, c'est des structures dissipatives, donc qui sont toujours hors équilibre, qui sont connectées à un réseau dont il dépend. Ça, c'est un prolongement du concept même de structure dissipative, réseau dans lequel ce vivant va puiser de l'énergie et de la matière. Ce vivant a des propriétés émergentes, c'est-à-dire des propriétés à un niveau agrégé qu'on ne peut pas déduire directement de ce qui se passe au niveau corpusculaire. C'est ce qu'on voit en thermodynamique. Si vous voulez, la chaleur, c'est une propriété émergente de l'agitation des atomes dans le milieu que vous considérez. Donc, si vous regardez chaque atome individuellement, vous ne pouvez pas en déduire la température du corps que vous regardez. Donc, c'est une propriété émergente. Et il y a toute une série de propriétés émergentes en physique. Vous avez même un certain nombre de physiciens théoriciens qui prétendent que quasiment tout ce que nous mesurons sont des propriétés émergentes. Sauf peut-être le temps. Je vous laisse regarder ça, c'est passionnant. C'est Lee Smolin qui a écrit ça dans un de ses bouquins, qui a été traduit en français d'ailleurs, La Renaissance du temps. Mais je referme cette parenthèse. Toujours est-il que donc, le vivant, c'est une structure dissipative qui est connectée à un réseau, qui a des propriétés émergentes et qui est très probablement auto-organisée de manière hiérarchique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'auto-organisation? Une manière très simple de le comprendre, c'est l'exemple que tout le monde prend, pour ce qu'on appelle la criticalité auto-organisée, c'est si vous mettez une casserole avec de l'eau sur le feu. Alors, vous voyez bien que vous avez un apport d'énergie, c'est la chaleur du feu sous la casserole. Et puis, petit à petit, vous allez avoir des bouillons qui vont apparaître dans l'eau, qui vont en fait permettre à la circulation à l'intérieur de l'eau de s'opérer, c'est-à-dire que le bas de la casserole en eau va commencer à chauffer, cette eau-là va remonter à la surface et puis organiser un cycle, elle se refroidit à la surface, puis elle redescend et elle organise une espèce de grand cycle dans la casserole qui est assez analogue d'ailleurs avec ce qui se passe dans nos océans. Et puis une partie de l'eau va s'évaporer. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a de la structure qui a été créée à l'intérieur de la casserole, dans l'eau. Cette structure, c'est le mouvement cyclique de l'eau qui va du bas vers le haut, puis qui redescend, grâce à l'apport d'énergie qui est donné par le feu que vous avez mis sous la casserole. Donc ça, c'est une structure auto-organisée, c'est-à-dire vous n'avez rien demandé à la casserole, elle s'auto-organise toute seule, de manière extrêmement simple. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus connu et puis c'est aussi le plus évident pour nous tous. Mais si vous y réfléchissez 3 minutes, vous voyez qu'il y a énormément d'êtres autour de nous qui sont auto-organisés. En fait, d'une certaine manière, tout le vivant. Les arbres, les plantes, les animaux, notre corps humain sont toutes des grandes structures dissipatives qui sont auto-organisées grâce à l'énergie que nous absorbons de notre environnement. Alors, une manière de mesurer ça qui est très insuffisante et qui est très discutable, etc., c'est d'essayer de mesurer l'entropie interne de notre corps, de notre métabolisme. Autrement dit, le degré, on pourrait dire, mais je prends des pincettes, de complexité de la structure interne d'un métabolisme. Alors, vous voyez par exemple que, disons, une galaxie, c'est assez peu complexe. Un corps humain, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Une galaxie dans laquelle il n'y a pas de corps humain, évidemment. Alors, il y a des chercheurs qui ont essayé de proposer des... Alors, évidemment, on n'est pas du tout capable de calculer l'entropie interne ni de la galaxie, ni du corps humain, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il faut trouver des substituts, il faut trouver des approximations. Alors, il y a un chercheur à Harvard qui s'appelle Éric Chesson, qui a un nom en français, mais qui n'est pas français, qui est un astrophysicien de formation, qui a proposé le ratio de Chesson. Je pourrais en parler davantage si vous le souhaitez. On a regardé ça avec j'ai regardé ça avec certains de mes étudiants. Ce n'est pas complètement satisfaisant. Ça donne des choses très intéressantes. Si vous appliquez le ratio de Chesson à des villes, donc vous considérez qu'une ville, c'est un grand métabolisme, une espèce de grand super corps humain qui absorbe de l'énergie et de la matière, qui se structure, qui se complexifie, qui construit ses routes, qui met des sens interdits, des feux rouges, tout ce que vous voulez, des parkings, et puis qui exude des déchets, comme toutes les villes, et puis qui produit du travail. Alors, on peut essayer de mesurer la complexité interne de cette ville, de ces grands organismes vivants.
Vous voyez. Sauf que le ratio de Chesson donne des choses tout à fait paradoxales. Donc, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas complètement, on n'est pas du tout au loin de nos peines, enfin au bout de nos peines, si on veut essayer de mesurer ça. Voilà. Donc, je vous donne quelques impressions, en fait, des questions qu'on se pose pour essayer de formaliser ces aspects-là. Ici, vous avez un exemple très simple, vous voyez, d'un être vivant qui fait partie d'un écosystème sans lequel il n'existerait pas, qui est lui-même décomposable avec des, vous voyez, ça c'est du zooplancton qui est absorbé ici et qui vient le nourrir, voilà, qui ne serait pas du tout pensable et analysable si on ne tenait pas compte de l'écosystème qui l'entoure. Voilà. Alors, d'autres exemples encore beaucoup plus parlants, qui sont, donc si vous prenez ce point de vue un peu systémique, qui est celui que j'essaie de défendre, vous voyez que en fait, donc là, vous avez des exemples fondamentalement d'écosystèmes dans lesquels tout le monde dépend d'un peu tout le monde. Et si vous retirez l'un des membres de cet écosystème, en fait, l'écosystème s'effondre. C'est ça qui donne lieu à des débats assez considérables entre écologues sur, finalement, qu'est-ce qu'il faut protéger? Est-ce qu'il faut protéger les espèces qui disparaissent ou est-ce qu'il faut protéger la structure d'un écosystème? Parce que vous avez des écosystèmes dans lesquels, malgré tout, vous avez un certain nombre de membres de l'écosystème. Alors, je prends par exemple ici, là, vous voyez, dans cet exemple-ci, celui-ci, là, Mood Crabs, s'il disparaît, ça ne met pas immédiatement en péril la totalité de la structure. En revanche, si Detritus ici disparaît, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la question, c'est peut-être qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont des. Alors, ça, c'est sûr, hein, du côté des écologues, il y a un certain nombre d'espèces dans les écosystèmes qui sont des espèces clés qui tiennent la structure de l'écosystème. Un peu comme si vous voulez, vous regardez un immeuble, vous savez bien qu'il y a certains endroits clés de l'immeuble, ce que les architectes en allemand appellent des Kernpunkte, donc des endroits cœurs, si vous voulez, des endroits centraux, qui sont tels que si vous les cassez, ça fait s'effondrer l'immeuble. C'est ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Les avions ont percuté les tours à des endroits qui étaient tout à fait ciblés à l'avance, dont ceux qui ont organisé les attentats savaient que c'était des Kernpunkte de ces deux tours. Bon. Et donc, vous voyez que le point de vue écosystémique ici invite à attirer l'attention sur un certain nombre d'espèces clés qui sont celles qui tiennent la structure. Et à dire, ma foi, s'il faut, comme on ne peut pas tout sauver, s'il faut sauver certaines structures, abandonner certaines espèces, il vaut mieux abandonner les espèces qui ne tiennent pas la structure plutôt que les autres. Autre enseignement du point de vue, disons, thermodynamique que j'essaie de défendre ici, vous voyez bien que vouloir essayer de conserver un écosystème n'a pas de sens. Parce que, en fait, un écosystème, c'est un être qui se transforme en permanence, puisqu'il est constamment en déséquilibre et qui est constamment en train de modifier sa structure. Donc, au fond, vouloir conserver l'état initial d'un écosystème naturel n'a aucun sens. Alors, je dis ça, vous voyez, les conséquences de ceci sont énormes. Si on prend, par exemple, tous les débats qu'on a aujourd'hui autour de la comptabilité écologique. Alors, vous avez deux collègues en France tout à fait formidables, hein, Richard et Alexandre Rambaud, à Dauphine, qui essaient de construire un système de comptabilité qui tiendrait compte de la dette écologique d'une entreprise. L'idée sous-jacente, qui me semble tout à fait pertinente, hein, c'est chaque fois qu'une entreprise, disons, abîme l'écosystème dans lequel elle opère, eh bien, elle contracte une dette écologique qui est le coût que la société va devoir payer pour restaurer l'écosystème. Et donc, au fond, on dit, de la même manière que vous avez des dettes vis-à-vis de votre banquier, en réalité, vous avez aussi une dette écologique vis-à-vis de l'ensemble de la société qui, si elle se donne la peine d'essayer de restaurer l'écosystème que vous avez abîmé, va devoir payer tant. Alors, je passe allègrement sur les problèmes méthodologiques liés au chiffrage de combien ça coûte de restaurer un écosystème. Je voudrais juste signaler le fait que l'idée même de restaurer un écosystème est problématique. Si vous consentez à l'idée qu'un écosystème, c'est une structure dissipative, donc c'est du vivant, qui se complexifie ou se décomplexifie d'ailleurs en permanence, au fur et à mesure qu'il absorbe de l'énergie et de la matière, alors cette question-là même devient problématique. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus. Je vais avancer directement sur la question des communs, puisque le temps passe à toute vitesse, qui est une question dont certains d'entre vous savent qu'elle m'est chère. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce que j'ai raconté, on va se poser la question de la gouvernance. Alors, je vais dire quelques mots de ce que j'essaie de raconter dans le bouquin qui va sortir le 4 mars prochain, finalement. Je vous donne un avant-première, la 4e de couverture, qui est ici, aux éditions du Seuil, collection La couleur des idées. Tu m'excuses, Ariane, je fais un tout petit peu de publicité. Voilà. Les communs, comment est-ce que la question des communs vient s'inscrire dans ce que j'ai dit jusqu'à présent?
Si on accepte de dire qu'une société humaine, en fait, c'est un être vivant, complexe, avec des propriétés émergentes, c'est une structure dissipative hors équilibre, alors la question de sa structuration interne se pose, puisque nous utilisons une partie de l'énergie et de la matière que nous empruntons aux écosystèmes naturels qui nous entourent pour complexifier la structure interne de notre structure dissipative, donc pour faire diminuer l'entropie de la structure. Cette structure interne, elle est caractérisée par un certain nombre d'institutions, de manières de faire, d'habitudes, bon, de pratiques, dans lesquelles qu'on peut essayer de caractériser, et ce qui nous emmène à la question de la gouvernance interne de nos grandes structures dissipatives que sont nos sociétés humaines. Dans cette question de la gouvernance, je crois qu'il y a 4 grandes catégories qui émergent, en tout cas qui me semblent assez pertinentes pour réfléchir, qui sont la catégorie du privé, que certains économistes ont pris l'habitude de ramener aux biens privés, mais c'est beaucoup plus vaste que simplement les biens privés qui appartiennent à la sphère marchande. Disons, la catégorie du privé, c'est tout ce que vous ne pouvez pas partager sans le détruire. Puis vous avez la catégorie du public, c'est tout ce qui relève, qui concerne tout le monde. Typiquement, le rayonnement solaire, l'ensoleillement, vous pouvez difficilement empêcher Ariane d'aller bronzer au soleil de la Normandie, à Ardencourt, et de faire payer une taxe à chaque fois qu'elle va au soleil. C'est compliqué. Donc ça, c'est un bien public. En revanche, une pizza, si je mange cette pizza, c'est quand même compliqué que vous la mangiez à ma place. Donc ça, c'est plutôt un bien privé pour les économistes. Et puis, vous avez, alors c'est Elinor Ostrom qui a essayé de montrer ça, hein, des biens communs, qui sont des biens dont il est très difficile dont la consommation est rivale, comme les biens privés, comme la pizza, mais dont il n'est pas possible en tout cas, il est très difficile d'essayer de surveiller l'accès. Alors, la pizza, en fait, sa consommation est rivale, et en plus, si je veux pouvoir manger cette pizza, alors qu'elle ne m'appartient pas, on peut me demander de m'acquitter du prix de la pizza pour l'acquérir. Donc, ça veut dire que l'accès à la ressource peut être régulé par celui qui a décidé, ou celle qui a décidé de le ou la propriétaire de la ressource. Avec les communs, c'est beaucoup plus compliqué. L'exemple paradigmatique, c'est un étang dans lequel on fait de la pisciculture, par exemple en Guinée-Conakry, dans les projets qui sont financés par l'AFD. Si quelqu'un vient braconner la nuit et briser les chaînes trophiques de reproduction des poissons dans les étangs, il n'y a plus de poissons l'année suivante. Donc la consommation est rivale. En revanche, c'est quand même très difficile de mettre un garde forestier derrière chaque arbre toutes les nuits autour de l'étang pour vérifier que personne ne vient braconner la nuit. Donc, vous êtes obligé de construire des institutions qui fournissent les bonnes incitations à tout le monde pour que tout le monde comprenne que tout le monde a intérêt à ne pas aller braconner la nuit et à conserver les poissons qui sont dans l'étang. Ce qui pose la question, évidemment, de la distribution. Comment est-ce que vous distribuez la ressource de manière que tout le monde y ait accès, que tout le monde soit content, etc. Voilà. Et d'une certaine manière, la question politique se ramène à ça. Et puis, vous avez les biens tribaux, les biens clubs, qui sont des biens, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que l'exemple paradigmatique, c'est un club d'échecs. Pour y entrer, je dois probablement m'acquitter d'une certaine droit de souscription, d'inscription, et donc il faut que je paye les fees à l'entrée. En revanche, une fois que je suis entré, le fait que je joue aux échecs n'empêche personne d'y jouer. Au contraire, ça fait plutôt un joueur de plus pour jouer avec les autres. Et évidemment, nos réseaux téléphoniques, Internet, les réseaux sociaux, Telegram, qui va peut-être être fermé par l'Allemagne, sont des biens à effet club, des club goods. Bon. Alors, je vais très très vite évidemment, mais je crois, en tout cas c'est ce que j'essaie de dire dans ce bouquin, que si vous prenez ces 4 grandes catégories, le privé, le public, qui relève quand même en Occident, en tout cas majoritairement, de la loi et de l'État, les communs et le tribal, ça vous donne 4 grandes catégories, disons, politiques, de gouvernance, qui permettent de caractériser de manière, à mon avis, bon, certes fruste, mais très très intéressante, la complexité de nos organisations humaines vues comme des structures dissipatives. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ce qui a été montré par Elinor Ostrom, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, ni d'entrer là-dedans. Je voudrais juste terminer pour qu'on puisse discuter, terminer par une remarque sur laquelle j'essaie de m'étendre un peu dans le livre, autour des travaux tout à fait intéressants, je trouve, de Eduardo Viveros de Castro, un anthropologue brésilien, dans son livre absolument fascinant qu'il a baptisé, qu'il a intitulé « Métaphysique cannibale ».
Viveros et Castro s'appuient, en tout cas discutent les travaux de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Philippe Descola, grand anthropologue français. Philippe a essayé de montrer au fond qu'il y a 4 grandes représentations, disons 4 grandes cosmologies, 4 grandes représentations des relations nature-culture dans les sociétés humaines. Vous en avez une qui est celle de l'Occident, qui est la nôtre, qui est ce qu'il appelle le naturalisme, c'est-à-dire qui postule, au moins depuis le XVIIe siècle en Europe, que ce qui nous est commun avec les arbres, les oiseaux et les microbes, c'est que c'est la physicalité. Nous avons tous de la physicalité, c'est la même pour tous. En revanche, ce qui nous distinguerait, nous, êtres humains, c'est l'intériorité. Alors, peu importe le nom que vous donnez à l'intériorité, vous pouvez appeler ça l'esprit, l'âme, la conscience, le cœur, peu importe. C'est tout ce qui est censé nous distinguer de la physicalité de ce qui n'a pas d'esprit, pas d'âme, pas de cœur, pas de conscience. Et vous savez bien que pendant un temps, et la question s'est quand même posée chez un certain nombre de nos mâles blancs dominants, de savoir si les femmes avaient une âme, donc si elles avaient juste une physicalité, ou bien si elles avaient aussi une intériorité. Et puis la même question s'est posée chez les esclavagistes à propos des Africains, à propos des Indiens d'Amazonie, etc. Voilà. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est des constructions sociales historiquement situées sur lesquelles on ferait bien de réfléchir encore aujourd'hui, évidemment. Alors, le point de vue de Philippe Descola, c'est de dire, au fond, ça, c'est une représentation. Ça n'a pas toujours été le cas en Europe. L'Europe n'a pas été naturaliste pendant le Moyen-Âge, ça c'est très clair. Pendant le Moyen-Âge, l'Europe était analogiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle estimait qu'entre, disons, un arbre et une personne humaine, il y a des relations d'analogie, mais il n'y a aucune commune, il n'y a pas de physicalité commune, et il n'y a pas de physicalité, il n'y a pas d'intériorité commune. Ça, c'est l'analogie. Et donc, ce qui relie les êtres, les existants, ce sont des grandes relations d'analogie à l'intérieur d'un grand système complexe qui est essentiellement construit par le christianisme en Europe, dont on trouve une manifestation, par exemple, dans le grand livre qui s'appelle Hiérarchie céleste du pseudo-Denis, de Denis l'Aréopagite, dont j'essaie de parler un petit peu dans ce livre. Alors, il y a 2 autres, disons, cosmologies très connues. L'animisme, tout le monde voit bien ce que c'est-à-dire, cette fois-ci, il y a une dissimilarité de physicalité entre nous, par exemple, et une forêt. En revanche, il peut y avoir des similarités d'intériorité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un esprit dans la forêt, un esprit de la forêt ou un esprit d'un arbre, et de la même manière que nous faisons l'expérience que les êtres humains ont un esprit, disons, sont caractérisés par quelque chose qu'on appelle un esprit. Et puis, vous avez le totémisme, qui est encore autre chose, que vous trouvez plutôt, par exemple, en Amazonie, qui est l'idée que eh bien, les existants sont classifiés en grands sous-groupes. Et à l'intérieur d'un sous-groupe, vous pouvez avoir à la fois un humain et un non-humain. Alors typiquement, par exemple, en Amazonie, je peux avoir un totem qui est un puma, admettons, avec lequel, en vérité, je ne le vois pas bien, mais je partage à la fois de la physicalité et de l'intériorité. Et si jamais je venais par accident à tuer ce puma, eh bien, je mourrais très vite parce qu'en fait, je me suis tué moi-même. Voyez. Donc ça, c'est le totémisme. Bon. Alors, vous connaissez sûrement le grand livre de Philippe Descola, hein, Par-delà nature et culture, où Philippe dit au fond, mais voyez, notre compréhension spontanée européenne de la distinction nature-culture, elle est extrêmement relative, puisqu'en réalité, elle est tributaire d'une cosmologie très spéciale qui est le naturalisme. Et en réalité, il y en a au moins 3 autres qui ont le droit de citer dans les sociétés humaines et qui sont tout aussi pertinentes que le naturalisme européen qui est relativement récent. Bon. Alors, ces considérations-là d'anthropologues viennent intercepter, à mon avis, nos discussions, disons, on pourrait dire de sciences politiques, autour des communs. Pourquoi? Parce que si vous essayez, vous vous dites au fond, le grand enjeu pour relever le défi de l'écologie, c'est d'apprendre à structurer nos sociétés en tant que structure dissipative, donc en tant que vastes êtres vivants complexes, de telle sorte que nous créions les institutions qui permettent de prendre soin de nos communs. Alors, la question de savoir qui va entrer dans la communauté des communs. Typiquement, l'image que nous avons tous en tête à propos des communs, c'est celle que j'ai reprise tout à l'heure, c'est celle d'un étang. Alors, vous avez une tribu guinéenne de gens qui vivent dans la forêt, donc qui ne peuvent pas faire de l'élevage de bétail, parce que dans la forêt, c'est compliqué, qui vivent loin des côtes, donc ils ne peuvent pas aller pêcher, qui ont besoin de protéines, et donc qui font de la pisciculture.
Dans ce cas-là, il y a une ressource, ce sont les poissons, puis il y a une communauté qui en prend soin, ce sont les paysans, et puis vous avez des règles que se donne la communauté pour prendre soin de la ressource. Et l'énorme question, disons, politique, philosophique, institutionnelle, sociologique, c'est quelles sont les bonnes règles. Alors ça, c'est typiquement la question que s'est posée Nina Ostrom, et c'est la raison pour laquelle elle est arrivée à une liste de 8 grands méta-règles qui permettent de caractériser les règles qui vont bien. Et la question qu'on peut se poser une fois qu'on a lu Philippe Descola, c'est mais cette représentation-là des communs n'est-elle pas elle-même tributaire d'un certain type de cosmologie ou d'ontologie au sens de Descola, qui est, disons, une cosmologie naturaliste, puisque la communauté sont les êtres humains qui, à distance d'une ressource avec laquelle ils ne partagent que la physicalité, essayent, parce qu'ils ont une intériorité, de construire les règles qui leur permettront de prendre soin de la ressource. Mais si on adopte d'autres types de cosmologie, alors cette question-là se pose dans des termes complètement différents. Par exemple, si je suis totémiste, évidemment, je vais me poser la question de savoir si je ne ferais pas bien de faire rentrer le puma, mon totem, dans la communauté et non pas dans la ressource. Et ça pose l'énorme question philosophique, métaphysique, existentielle, et en fait, de mon point de vue également théologique, de savoir si nous devrions entrer, et comment, entrer en relation avec le puma, mon totem, ou avec tel arbre, etc. Donc, ça pose la gigantesque question anthropologique, qui est quelle est la nature des relations que nous entretenons avec ce que le naturalisme européen a pris l'habitude d'appeler la nature. Okay, bon. Alors, c'est là qu'intervient la contribution, à mon avis, tout à fait décisive d'Eduardo Viveros de Castro, et je vais m'arrêter là, qui est Viveros de Castro, il dit, mais vous savez, même cette classification-là, elle est encore naturaliste. Parce qu'en réalité, elle suppose une chose, qui est qu'il y a un monde unique, qui est le même à la fois pour les tribus d'Amazonie, pour les Européens et pour les Papous de Nouvelle-Guinée. Et il y a des points de vue différents sur ce monde. Alors, il y a un point de vue naturaliste, il y a un point de vue animiste, il y a un point de vue totémiste, il y a un point de vue analogiste. Peut-être qu'il y en a d'autres encore, mais pour l'instant, tenons-nous-en à la classification de Philippe Descola. Et du coup, pour chacun de ces points de vue, sur ce monde-là, dans lequel tous nous prélevons notre énergie et notre matière, pour pour complexifier la structure dissipative que nous constituons nous-mêmes, eh bien, il y a un certain nombre de règles qu'on peut se donner, dans lesquelles il y a un certain nombre d'existants qui sont éventuellement humains ou non humains. Mais cette classification-là ne remet pas en cause le fait qu'il y ait l'unicité d'un monde commun à tous. Alors, ce que dit Viveros de Castro, c'est que ça n'est pas ce que pensent un certain nombre d'humains, par exemple un certain nombre d'Indiens d'Amazonie. Alors, ces Indiens d'Amazonie, du point de vue de Descola, par exemple, peuvent être totémistes, mais du point de vue de Viveros de Castro, la distinction est beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas l'unicité d'un monde qui serait commun à tous. Il y a différents mondes. Et par exemple, il est très possible que le jaguar, qui est ici, il voit le monde de manière complètement différente de l'être humain. C'est même assez vraisemblable. Alors, le monde tel qu'il est vu par un humain dans la perspective de Viveros de Castro, et bien dans ce monde-là, il y a des jaguars, c'est dangereux. Il y a des singes, ça peut être bon à attraper. Il y a des espèces de pécaris, je suppose, ça peut être bon à manger. Et puis il y a des oiseaux, c'est très bon. Mais dans le monde du jaguar, pardon, et puis évidemment, il y a l'humain au milieu. Dans le monde du jaguar, en fait, l'humain, c'est lui qui est là. Il y a des êtres extrêmement bons à manger, ils sont ceux-là. Puis ceux-là aussi, ils sont très bons à manger en haut à droite. Là. Ils sont délicieux. Puis il y a des oiseaux, c'est beau. Et puis il y a aussi des pécaris à manger. Vous voyez ? Mais dans la perspective du jaguar, l'humain, c'est lui. Et donc l'être complexe, intelligent, raffiné et cultivé, c'est lui. Et puis l'espèce de barbare, éventuellement sauvage, qui passe son temps à essayer de le tuer, c'est cet être qui est en haut à droite, là, qui joue le même rôle pour lui que lui pour nous. Ce monde-là est très différent de celui que nous percevons nous. Et la question que pose Viveros de Castro, c'est comment savons-nous que c'est le nôtre qui est le bon ? Et les Indiens, certains Indiens d'Amazonie en tout cas, estiment qu'il n'y a aucune raison. On ne sait pas. Peut-être que c'est vraiment le jaguar qui a raison en vérité, et que l'humain, c'est lui. Et donc, ça donne lieu à cette disons, vision du monde qu'essaie de promouvoir Viveros de Castro, qu'il appelle le perspectivismo amerindio,
qui est, en réalité, il n'y a pas un monde unique et différents points de vue, il y a différents mondes avec différentes fenêtres qui ouvrent sur ces différents mondes. Vous voyez. Donc là, j'ai essayé de représenter ça de manière intuitive. Hein. Si, la question sous-jacente étant de savoir qui est humain, oui. Si je suis sur cet escalier-là et je regarde par cette fenêtre-là, je vais voir un monde. Mais si je suis sur cet escalier-ci et que je regarde par le petit bout de la lorgnette qui est là, je vais voir un autre monde. Et je n'ai aucune garantie que ces deux mondes sont communs. Alors je le crois si je suis un naturaliste européen, mais qu'est-ce qui me prouve que j'ai raison? Alors la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous voyez que si on adopte le point de vue du perspectivisme de Viveros et Castro, qui est assez exotique pour nous autres Européens, alors la question de la construction des communs devient un enjeu fascinant, c'est-à-dire que nous ne pourrons même plus présupposer qu'il y a véritablement un monde déjà donné, commun, unique, à partir duquel nous serions sommés de réconcilier nos points de vue pour essayer de construire des institutions qui vont prendre soin des communs. Par exemple, la santé mondiale. Ce monde-là ne nous est pas donné a priori. Peut-être pas. En tout cas, la question mérite d'être posée. Vous voyez ? Et donc ça ouvre des perspectives, je crois, assez impressionnantes. Voilà, je n'ai pas le temps d'aller plus dans le détail pour la suite, mais je vais m'arrêter là pour ouvrir la place à la discussion.